Notre invité ce matin est Gaïd Minassian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en sciences politiques en relations internationales, journaliste au Monde. Alors vous suivez bien évidemment cette situation explosive sur le Haut-Karabakh, cette région où se déroulent actuellement les pires combats entre les Arméniens et les forces azéries soutenues par la Turquie. Pourquoi ce front, le Haut-Karabakh, peuplé, on le rappelle, majoritairement d'Arméniens, est disputé depuis plus de 30 ans avec l'Azerbaïdjan, s'est réactivé le 27 septembre dernier. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ces nouveaux combats ? Alors, il y a deux processus qu'il faut lire en parallèle dans cette recrudescence des hostilités. Le premier, le processus long, c'est qu'en fait, ce conflit, que l'on dit gelé, a été l'objet d'un processus de paix depuis à peu près 30 ans, au moment de la chute de l'URSS, ce qu'on appelle le processus de Minsk, c'est-à-dire un groupe de Minsk mis en place par l'OSCE, qui est coprésidé par la France, la Russie et les États-Unis. Et ce processus de paix est au point mort depuis 30 ans. Et donc, ça n'avance pas. Dès qu'il y en a un qui dit oui à une proposition des médiateurs, l'autre dit non, et inversement. Donc, on n'avance pas, rien n'avance, c'est le calme plat, sauf sur le terrain. Ouais. Et petit à petit, on a eu des incidents, des provocations, de l'effervescence sur la ligne de front et la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, c'est là qu'on passe au processus court. Là, c'est l'irruption de la Turquie dans le jeu caucasien qui vient perturber l'ensemble de ce qui restait de la stabilité. Et il faut voir la stratégie de la Turquie dans cette affaire, c'est-à-dire d'ouvrir des fronts un peu partout, en Syrie, en Libye. Oui, c'est vrai qu'on évoque beaucoup le rôle que joue la Turquie islamiste d'Erdogan, qui est de plus en plus nationaliste. On a l'impression qu'Ankara tente, après déjà ses interventions en Syrie et en Libye, d'ouvrir un nouveau front. Est-ce que c'est le cas ? Quel est l'objectif clair de la Turquie aujourd'hui ? Alors effectivement, la stratégie de la Turquie, dans un élan pan-turc, voire pan-islamiste, a pour objectif finalement de dégrader les situations autour d'elle, les processus autour d'elle, et de venir se poser en médiateur des différents conflits. Ils l'ont fait en Syrie, ils le font en Libye, maintenant au Caucase, et peut-être demain, les premiers signes sont là dans les Balkans. La différence qu'il y a actuellement entre le Caucase et les deux foyer de tension précédent, c'est-à-dire Syrie et Libye, c'est que en Syrie et en Libye, on est dans le cadre de guerre civile. Les États sont effondrés, les armées ne sont pas constituées, on peut pas dire que l'armée de Bachar el-Assad soit une armée constituée, elle marche sur une jambe. Et État effondré, armée détruite ou donc sur une jambe, pas d'alliance. Alors qu'au Caucase, c'est justement l'inverse. Vous avez des États qui tiennent debout. Ouais. Vous avez des armées constituées, des États souverains et le jeu des alliances. C'est-à-dire l'Arménie est alliée de la Russie, et l'Azerbaïdjan allié de la Turquie. Donc quand la Turquie intervient de cette façon aussi grossière, aussi dangereuse dans le Caucase, elle expose l'ensemble des membres de l'OTAN. Ouais. Donc si on commence à regarder la situation qui, jour après jour, monte en puissance, escalade après escalade, et si on reste sur cette logique-là, c'est quoi la prochaine étape ? Une confrontation directe entre la Russie et la Turquie, et là on enclenche l'article 5 de la charte de l'OTAN, et nous, Français, on se retrouve pris dans un jeu alors qu'on n'a rien demandé. Et on l'apprenait par ailleurs aussi, la mobilisation de 300 djihadistes syriens considérés comme des mercenaires qui ont rejoint l'Azerbaïdjan pour se battre contre les Arméniens. Est-ce que c'est une ligne rouge qui a été franchie ? Je pense qu'au niveau de la guerre de l'information ou de l'image, effectivement, à partir du moment où la France d'ailleurs a été en première ligne là-dessus, le président Macron, à partir du moment où on a appris que la Turquie faisait transiter des djihadistes mercenaires de la Syrie, de la Libye vers le Caucase, là, il y a eu quelque chose de perdu pour Ankara et Bakou. C'est pas 300, c'est beaucoup plus. Ouais. Le président du Haut-Karabakh, un Arménien, a déclaré que la dernière bataille pour le Nagorno-Karabakh avait commencé. On parlait pourtant de négociations aussi ces derniers jours. Nicole Pachinian, en tout cas, semblait l'espérer. Comment envisager la suite ? Est-ce qu'un accord peut être trouvé ? Moi, je pense qu'on est parti pour une période de tension longue avec des accalmies. Avant, on avait une période d'accalmie avec des tensions. Là, on a changé de braquet et on passe à une autre phase du conflit. Il faut espérer assez rapidement un retour au calme. Pas forcément des négociations qui vont être concrétisées par un accord. D'abord, un cessez-le-feu. Mais qui va signer le cessez-le-feu ? Les Arméniens voudraient que le Karabakh soit autour de la table. Les Azéris n'en veulent pas. Et pour l'instant,
la stratégie des uns consiste à percer les lignes arméniennes, la stratégie des autres consiste à tenir, et pourquoi pas lancer des contre-attaques. Alors on parlait du rôle de la Turquie, je pense que c'est aussi important de revenir sur celui de l'Azerbaïdjan. On dit que des villages de civils arméniens ont été bombardés. Le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France parle lui carrément d'une volonté de l'Azerbaïdjan de faire disparaître les populations arméniennes de cette région. Ça rappelle aussi, j'imagine pour les Arméniens, un douloureux souvenir, le génocide de 1915. Quel est aujourd'hui cet objectif affiché de l'Azerbaïdjan ou pas ? À partir du moment où vous avez le mot génocide dans la bouche, ça ne concerne plus les protagonistes, ça concerne l'ensemble de l'humanité. Ce qui s'est passé en 39-45, ça concerne l'humanité. Ce qui s'est passé en 15, ça concerne l'humanité. Ce qui se passe au Rwanda, etc. Donc on peut plus effectivement tolérer des politiques génocidaires. Et la Turquie, l'Azerbaïdjan considèrent, dans leur inconscient ou conscient collectif, considèrent que finalement l'arménien est un virus. Je le dis preuve à l'appui, c'est-à-dire les manuels scolaires de l'Azerbaïdjan que j'ai moi, personnellement, et c'est terrible. C'est terrible. Et on peut considérer que l'Azerbaïdjan est une dictature raciste. Et je pèse mes mots. Et on a plein d'exemples. Je ne vais pas perdre d'autant vos auditeurs, mais il faut voir, et je pense que votre radio est culturellement proche d'Israël. J'enfonce une porte ouverte en disant ça. Donc vous savez ce que c'est qu'un climat hostile, un environnement hostile. Et là, on est vraiment dans le cas d'un environnement hostile entre deux pays qui décident de verrouiller les frontières avec l'Arménie pour l'asphyxier. Mais comme les Arméniens du Karabakh, moi y étant été plusieurs fois, c'est des, comment dirais-je, ils ont la tête dure. C'est Sparte. Karabakh pour les Arméniens, c'est Sparte. Donc ils sont biberonnés à la guerre, et plus vous leur tapez dessus, ce qui est le cas actuellement, puisque Stepanakert était bombardé depuis 2 jours, sauf cette nuit apparemment. Mais plus vous leur tapez dessus, plus ils résistent. On parle du Haut-Karabakh, mais le 12 juillet dernier, je crois, l'Arménie a aussi été attaquée hors frontière du Haut-Karabakh. Ça prouve aussi une certaine volonté peut-être d'anéantir les Arméniens de la part de l'Azerbaïdjan. Alors, moi, je suis pas à la place de la des différents acteurs importants de la communauté internationale, mais effectivement, il y a un risque. Si ce n'est pas le génocide, parce qu'il faut peser aussi bien les mots, il y a au moins un risque de nettoyage ethnique. Donc oui, c'était pas en juillet, c'était de la part de l'Azerbaïdjan une volonté d'impliquer davantage l'Arménie dans le conflit. Or, l'Arménie n'a aucun intérêt. Elle veut montrer justement que le conflit est entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan. Alors beaucoup de réactions en tout cas sur la scène internationale. La Russie a appelé à des négociations, tout comme la France. Emmanuel Macron qui a lui par ailleurs dénoncé le rôle perturbateur de la Turquie dans une allocution assez forte. C'est assez inédit. Selon vous, quel rôle peut jouer la France aujourd'hui dans ce conflit ? Mais d'abord, la France a été la première à sortir un petit peu d'une sorte de confort de neutralité. C'est-à-dire que la France a dit des choses très fortes par l'intermédiaire du président en disant l'agression a commencé le dimanche 7 du côté de l'Azerbaïdjan. Donc, quand on caractérise l'un des acteurs comme agresseur, ça dit des choses en droit international et ça oblige l'agresseur à rendre des comptes plus tard. Et de l'autre côté, il a ciblé la Turquie en disant que la Turquie jouait un jeu dangereux avec des propos va-t-en-guerre et une attitude qui consistait à instrumentaliser le fait djihadiste dans cette part du conflit du Karabakh. Et le problème que pose la Turquie aujourd'hui, c'est à la fois un problème vis-à-vis de sa population déjà, où on sait que les Turcs sont assez partagés par rapport à Erdogan, mais aussi par rapport à ses alliances. La Turquie joue un jeu avec tout le monde en se positionnant à l'image un peu du pays, la position géographique du pays, c'est-à-dire au cœur des différents... Entre l'Europe et l'Asie. Des différents espaces et ensembles stratégiques. Et donc là, elle essaie de faire la même chose. Et le prochain théâtre, ça peut être, je vous dis, les premiers signes sont là, c'est les Balkans. Est-ce qu'on peut envisager des formes de représailles de la part de la communauté internationale contre Bakou ? Contre la Turquie aussi, peut-être ? Tout dépend de ce qui se fera sur le terrain, dans le conflit du Karabakh. À un moment donné, il va bien falloir... poser les bonnes questions, c'est-à-dire rendre des comptes ou s'expliquer. Et là, on verra dans quelle position sera Bakou, Erevan, Stepanakert ou Ankara.
Alors, dernière question, Gaël Minassian. Les Français, en tout cas, se sont mobilisés. Une tribune inédite publiée à l'initiative du CCF et publiée dans le JDD a rassemblé 173 députés français, ce qui est quand même inédit dans un conflit comme ça, et qui appelle à soutenir l'Arménie. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je pense que plus la communauté internationale s'impliquera dans ce type de conflit, moins il y aura de risques de dérive et d'escalade. Parce que les conditions sont vraiment différentes de celles de la Syrie ou de la Libye. Je le rappelle, ce sont des États effondrés. Et la Syrie, la Libye, l'Arménie, l'Azerbaïdjan ne le sont pas. Peut-être qu'un jour ils le seront. Mais là, si demain le Caucase s'enflamme comme la Syrie ou la Libye, les conséquences peuvent être terribles, pas uniquement pour les pays de la région, mais pour l'ensemble, par le jeu des alliances, pour l'ensemble de la communauté internationale. Merci Gaël Minassian. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, enseignant en sciences politiques en relations internationales. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Les Sentiers de la Victoire, peut-on encore gagner une guerre, aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup, à bientôt sur Radio J. Merci.